Billy, de son vrai nom Bilal Halal, un Libanais passionné de moto, d'équitation, de nature, d'animaux de façon générale, né à Abidjan, de grands-parents eux-mêmes installés en Côte d'Ivoire, tenez-vous bien, avant l'indépendance. On se retrouve tout de suite après le générique pour voir ça de plus près. Bonjour Bilal. Bonjour Laïla. J'espère que tu vas bien. Très bien, et toi? Ça va super. C'est un plaisir pour moi de te recevoir sur mon plateau. C'est un plaisir partagé. Donc, on va commencer directement hein, parce que j'ai envie de savoir ce que ça veut dire, enfin ce que Bilal et Halal veulent dire. Donc, ton nom et ton prénom. D'accord. Merci déjà pour l'invitation. Alors, Bilal est le premier musulman noir qui a existé. Donc, c'est le premier homme noir à effectuer l'appel à la prière dans la religion musulmane. Donc, c'est un prénom qui était très apprécié de ma grand-mère, paix à son âme. Donc, c'est elle qui a voulu qu'on me nomme Bilal. Alors, mon nom de famille, Halal, bon, il prête à confusion. Donc, effectivement, les gens ont tendance à l'associer au fait qu'on dise la viande halal et tout, mais non, voilà, parce que la viande halal, c'est un seul L. Moi, mon nom, c'est Halal avec deux L. Donc, ça n'a rien à voir. Bon, il n'a pas vraiment de signification. C'est juste mon nom de famille. Ok. Voilà. Du coup, je suis originaire de Cana, au Liban. Tout à fait. Donc, c'est un village du Liban. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Alors, effectivement, Cana, c'est un village du sud du Liban. C'est le village, en fait, où Jésus-Christ, le prophète Jésus-Christ, paix et salut sur lui, s'est réfugié avec ses 12 apôtres. Donc, il a sa grotte. Et c'est également le village où il a effectué son premier miracle. Donc, il a transformé l'eau en vin. C'était au Liban. C'était au Liban. Et c'est un site également de pèlerinage. Donc, les pèlerins du monde entier, les chrétiens du monde entier affluent vers Cana pour, donc, histoire d'aller en pèlerinage. Voilà. Donc, voilà, Cana. Donc, c'est une ville assez religieuse. Oui, très, très religieuse, tout à fait. Ouais. Ok. Donc, en off, quand je t'ai demandé la nature de ta relation avec les Ivoiriens, tu m'as dit, et je cite, « Cette question, je ne pense pas qu'elle me concerne parce que je suis moi-même Ivoirien. » Tout à fait. Et c'est comme si tu me demandais comment était ma relation avec mes frères et sœurs. C'est ça. Donc, est-ce que tu penses que ce ressenti-là, il est partagé par les Ivoiriens? Est-ce qu'il y a une certaine réciprocité? Tout à fait. Effectivement, écoute, partout où je vais, je n'ai juste qu'à ouvrir la bouche. On sait tout de suite que je suis ivoirien, donc effectivement, on ne me mélange pas dans le lot des étrangers parce que j'ai juste à, comme on dit, ouvrir la bouche et puis on sait tout de suite que je suis un local. Tu as l'accent. Voilà, j'ai l'accent ivoirien. Mais malgré ça, malgré le fait que tu sois là il y a bien longtemps, est-ce que ça ne t'arrive pas de recevoir des remarques du genre « retourne dans ton pays, va chez toi, tu n'es pas chez toi » parce que c'est des trucs, enfin c'est des phrases qu'on a souvent entendues des personnes qui sont passées sur ce plateau-là. Écoute, effectivement, bon, moi personnellement, je ne l'ai jamais vécu. Mais effectivement, j'entends ça. Mais ce que je peux te dire, c'est que c'est une faute partagée. C'est une faute partagée des deux côtés. Parce qu'en toute sincérité, nous, les Libanais qui sommes nés ici depuis des générations, moi je suis la 3e génération, n'avons jamais eu de problème avec nos frères. Jamais. Donc, même ce propos que tu cites, on ne l'avait jamais entendu à l'époque. C'est un propos, effectivement, qui est récurrent depuis quelques années. Mais c'est un propos, malheureusement, c'est un problème partagé des deux communautés. Effectivement, du côté des Libanais, c'est une grosse affluence des Libanais qui sont arrivés depuis quelques années, qui n'ont pas de respect, pour la culture, pour nos lois. Donc, c'est ceux-là qui nous créent des problèmes. Et malheureusement, l'être humain, dans sa nature, a tendance à généraliser donc les choses. Et on nous met tous dans le même lot. Pourtant, les Libanais nés, acclimatés ici depuis des générations, ont le respect de la culture, le respect des coutumes, et on n'a jamais eu de soucis avec nos frères ici. Donc, effectivement, c'est ce que je peux dire. Donc, je peux profiter peut-être de ton plateau, de ton micro, pour dire à ces Libanais qui viennent d'arriver que depuis quelques années, d'essayer de rester sages, de se fondre dans la masse, et d'essayer de s'intégrer au lieu vraiment de créer des problèmes à toute la communauté. Et à nos frères ivoiriens, dans toute communauté, il y a des mauvaises graines. C'est pas parce qu'un individu a fait une erreur, a fait une bêtise, qu'il faut généraliser la chose. Voilà, donc sinon, dans toutes les communautés du monde, on a des mauvaises graines, mais il ne faut pas généraliser les choses, tout simplement. Donc je pense que c'est surtout ça le souci.
Voilà, donc c'est ces nouveaux arrivés-là qui ont mis en fait la communauté déjà très intégrée dans ces soucis-là. Donc je pense que c'est un peu normal. C'est très bien dit, je pense que le message, il est passé. Parlons de génération, de très vieille génération en Côte d'Ivoire. Tu m'as confié que ton grand-père est installé à Djopé. Tout à fait. Et bien avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et c'est comment qu'il est arrivé là? Écoute, je pense j'ai pas trop d'informations à ce sujet, mais je pense qu'il a dû arriver comme la majeure partie des Libanais aussi qui ont afflué dans ces années-là, les années 1940. Ils sont venus par bateau, pour certains donc qui fuyaient le Liban, d'autres qui partaient à l'aventure. La majeure partie d'entre eux, je pense que, d'après ce que j'aurais compris, partaient vers la France. Donc, c'était les colonies françaises un peu en Afrique de l'Ouest. Donc, ils ont afflué ici. Et puis, bon, mon grand-père, il ne sait plus. Il s'est installé à Djopé. Donc, parce que à l'époque, ces Libanais qui affluaient se propageaient un peu sur toute l'étendue de l'Afrique de l'Ouest. Donc, lui, il a atterri à Djopé. Il a ouvert son petit commerce. Et c'est là-bas qu'il a vécu et que tous ses enfants sont nés. Voilà, donc, voilà un peu l'histoire du grand-père, paix à son âme. Tu es un grand passionné d'équitation et d'animaux de façon générale. À quel moment te vient l'amour, la passion pour ce domaine-là? Je peux te dire que c'est depuis ma naissance. Depuis ma naissance, je suis un amoureux des animaux. J'ai eu des animaux depuis ma tendre enfance. J'ai grandi avec des animaux. Les chevaux, j'ai tout de suite eu l'amour du cheval. Bon, mon père avait peur des chevaux, pour le côté un peu dangereux. C'est ce qui est normal pour un père, mais bon, la passion et l'amour ont été plus forts. Donc, j'ai pas écouté mon père. C'est quoi ton animal préféré? Mon animal préféré? Il n'y a pas de joker, hein, tu es obligé d'en dire un. Bon, je te dirais alors le cheval, pour ce que j'ai vécu avec lui. Ok. Ouais. Ok. Donc aujourd'hui, c'est grâce à toi que la Côte d'Ivoire a été vainqueur du Grand Derby, du Grand Prix de la CEDEAO. Yes. Et tu as été celui qui a fait la promotion des activités équestres en Côte d'Ivoire, véritablement. Est-ce que c'est une façon pour toi de rendre à la Côte d'Ivoire ce qu'elle t'a donné? Alors, c'est pas une façon forcément de rendre, parce que non, je l'ai fait naturellement. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. J'ai juste voulu faire de la Côte d'Ivoire une référence dans le milieu du cheval parce que c'était ma passion. Donc, c'était mon domaine. Voilà. Donc, c'était en quelque sorte apporter ma pierre à l'édifice. Donc, c'était juste histoire de faire de mon pays, en fait, une référence dans le domaine en Afrique de l'Ouest. Ouais. Ok. Et donc, tu as plein de projets en cours, hein, justement, dans cette veine-là, par rapport à la préservation de la faune, de la flore. Tu es l'initiateur du club des crinières d'Ivoire. Tu es cascadeur professionnel. Tu as été président des courses épiques de Côte d'Ivoire, pour ne citer que ça. Quelle est aujourd'hui ta plus grande fierté, ton plus grand accomplissement? Alors, pour moi, personnellement, ma plus grande fierté, mon plus grand accomplissement, je n'irai pas sur un projet que j'ai réalisé parce que, bon, par la grâce de Dieu, Dieu m'a permis de réaliser de très beaux projets. Mais pour moi, ma plus grande fierté, mon plus grand accomplissement, c'est les choses que j'ai partagées en fait avec toutes ces personnes qui ont partagé tous ces moments de bonheur, de joie, d'aventure, de passion à mes côtés durant toutes ces années. Donc, ces beaux souvenirs que j'ai pu leur donner, ces beaux souvenirs qu'ils ont pu me donner et ces beaux souvenirs surtout que nous allons garder, d'accord, en commun, et parce qu'au final, l'être humain n'est qu'un souvenir et nous gardons que des souvenirs. Donc, ça serait les moments de qualité. C'est ces moments-là, voilà, c'est juste ces souvenirs-là, ces moments et ces souvenirs de qualité que je garde. Pour moi, c'est ma plus belle. Mon plus bel accomplissement. Mon plus bel accomplissement. On passe à la dernière question, qui est d'ailleurs ma question préférée dans toutes les émissions, c'est le défi Sawa. Donc, tu vas devoir dire en langue locale, de ton choix, que Sawa, c'est la meilleure émission du monde et que Laïla, que je suis, est la meilleure animatrice. Ah bon, d'accord. Donc, je te regarde, c'est ça? Et puis tu peux regarder la caméra pour le dire. Alors, Sawa, émission, Nyongote, Dunia. Lankaleta Ninina, Leila, Nyongote, Dunia. Je suis sûre que c'est la vérité. Tu vas voir. Je sais pas, je doute. Tu vas voir. En tout cas, les auditeurs, les internautes pourront nous dire oui, si c'est pas ou pas. ils vont nous dire. Donc, c'est déjà la fin de l'émission. Merci de t'être prêté à tout ça. J'espère que tu as apprécié ce moment de qualité, justement. Ça a été très apprécié. Et je te souhaite bonne chance dans ta carrière. Merci pour toi également. Merci.